Écoute-moi bien, maman, soit tu te trouves un travail maintenant, soit tu vas directement à la maison de retraite. La voix de mon fils Étienne trancha l'air de la cuisine comme une lame. J'étais dos à lui, essuyant les assiettes du déjeuner que j'avais préparé pour ses enfants, quand j'ai senti mon monde s'écrouler. Mes mains se sont glacées en tenant l'assiette de porcelaine qui avait appartenu à ma mère. 70 ans de vie. 3 ans à m'occuper de ses petits-enfants. Et maintenant ça. Étienne. J'ai tenté de me retourner, mais il a continué, implacable. Non, maman. J'ai déjà décidé. Tu as transformé ma maison en maison de retraite privée. Camille est enceinte à nouveau et nous avons besoin de ta chambre pour le bébé. Tu as 2 options, tu te trouves un travail et tu loues un endroit à toi, ou je t'emmène moi-même au Jardin de Lyon demain. Les Jardins de Lyon. La maison de retraite qui se trouvait en périphérie, où les vieux étaient oubliés par leur famille. J'avais rendu visite à ma voisine Madame Dubois là-bas une fois, l'odeur de désinfectant et le regard vide des pensionnaires me hantaient encore. Mais je m'occupe des enfants, j'aide avec tout dans la maison. Ma voix est sortie comme un murmure. Exactement. Tu es devenue une baby-sitter gratuite à 70 ans. Étienne a ri avec amertume. Quelle vie est-ce là, maman? Camille veut engager une vraie au pair, quelqu'un de jeune qui a l'énergie pour courir après Léo et Emma. Léo et Emma. Mes petits-enfants que je réveillais tous les jours à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. Que j'emmenais au parc en fin d'après-midi. Qui m'appelaient « grand-mère chérie » et couraient dans mes bras quand ils tombaient et se faisaient mal. Le souvenir de leur petit visage endormi ce matin même m'a déchiré le cœur. Emma qui m'avait demandé de lui lire encore une histoire avant la sieste. Léo qui avait insisté pour que je reste à côté de lui pendant qu'il faisait ses devoirs. Tu as jusqu'à vendredi, a continué Étienne, rajustant sa cravate. 5 jours pour décider de ta vie. Travail ou maison de retraite. C'est simple. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, la porte claquer quand il est parti pour le bureau. Je suis resté là, debout dans la cuisine de l'appartement lyonnais que j'avais aidé à décorer, tenant l'assiette de mes mains tremblantes. L'appartement était situé dans le 3e arrondissement, près de la gare Pardieu. Un endroit moderne que j'avais trouvé trop froid au début, mais où j'avais appris à me sentir chez moi. Les murs blancs étaient décorés de photos de famille, moi avec Étienne quand il était petit, Marcel et moi le jour de notre mariage, les enfants à Noël dernier. Camille est apparue dans l'embrasure de la porte, passant la main sur son ventre encore petit du 3e enfant. Ses yeux bleus m'ont fixé avec froideur. Elle portait son peignoir en soie rose, celui qu'Étienne lui avait offert pour son dernier anniversaire. Océane, a-t-elle dit, sans même un « bonjour ». J'espère que tu comprends que ce n'est rien de personnel. C'est juste, pratique. Pratique. Comme si j'étais un meuble ancien qui ne convenait plus à la décoration. Bien sûr, j'ai réussi à murmurer. Elle s'est retournée et est partie, me laissant seule avec l'écho des mots de mon fils. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, le ciel de septembre était gris au-dessus des rues de Lyon, et j'ai eu l'impression que la ville entière me rejetait. Les bruits de la rue montaient jusqu'au 3e étage, les klaxons, les voix des passants, la vie qui continuait normalement pour tout le monde sauf pour moi. Une ambulance est passée au loin, sa sirène stridente me rappelant ma propre urgence, j'avais 5 jours pour trouver une solution. J'ai marché jusqu'à ma petite chambre au fond de l'appartement. C'était simple, avec seulement un lit de célibataire, une armoire et la photo de mon défunt mari Marcel sur la table de chevet. Marcel, qui était mort il y a 4 ans d'un infarctus fulgurant, me laissant seul au monde. La chambre donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir les autres appartements, les vies des autres familles qui semblaient si normales, si heureuses. Madame Perrin qui arrosait ses géraniums sur son balcon. Monsieur Roussel qui lisait son journal en buvant son café. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris la photo. Marcel, mon amour, j'ai murmuré à l'image en noir et blanc. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais Marcel ne pouvait pas me répondre. Il ne pourrait plus jamais.
Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. À 70 ans, j'étais vue comme un fardeau. Une babysitter gratuite qui ne servait plus. Une vieille qui devait disparaître pour faire place au nouveau bébé. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais travaillé comme couturière pour élever Étienne seul après mon divorce de son père. Les nuits blanches quand il était malade. Les sacrifices que j'avais faits pour qu'il puisse étudier, réussir, avoir cette belle vie qu'il menait maintenant. Et voilà comment il me remerciait. Je me suis levée lentement, mes genoux protestant, l'arthrite empirait toujours quand j'étais nerveuse. J'ai ouvert l'armoire et j'ai pris ma petite valise de voyage, la même que j'avais utilisée pour la lune de miel avec Marcel il y a 45 ans. Le cuir brun était usé, mais elle était encore solide. S'il voulait que je parte, alors je partirais. Mais pas pour une maison de retraite. Pas encore. J'ai commencé à plier mes vêtements avec soin, les robes simples, les cardigans de laine, les chaussettes épaisses pour l'hiver qui approchait. Chaque pièce racontait une histoire, gardait un souvenir. Cette robe bleue que Marcel m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Ce cardigan tricoté par ma mère avant sa mort. Dans le tiroir de la table de chevet, j'ai trouvé mes quelques bijoux, l'alliance de Marcel que je gardais précieusement, les boucles d'oreilles en perles que j'avais reçues pour mes 16 ans, le petit bracelet qu'Étienne m'avait offert pour la fête des mères quand il avait 12 ans. J'ai pris ma carte d'identité, mon livret de banque, et j'ai compté l'argent que j'avais, 240 €. C'était tout ce qui restait de la pension de Marcel du mois passé. Ce n'était pas beaucoup, mais ce serait suffisant pour quelques nuits dans un petit hôtel pendant que je décidais quoi faire. Le silence de l'appartement était oppressant. Même les enfants étaient à l'école, et Camille était probablement retournée se coucher avec ses nausées matinales. J'étais seule avec mes pensées et ma douleur. J'ai terminé de faire ma valise quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Étienne était revenu, il avait probablement oublié quelque chose. Maman, sa voix a résonné dans l'appartement, plus douce maintenant. Où es-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la valise et je suis restée debout au milieu de la chambre, regardant autour de moi pour la dernière fois. 3 ans de ma vie dans cet espace. 3 ans à croire que j'aidais, que j'étais importante pour ma famille. Maman, excuse-moi pour le ton de tout à l'heure, Étienne est apparu dans l'embrasure de la porte. Je ne voulais pas. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé mon fils, 42 ans, que j'avais élevé seul après le divorce de son père. Que j'avais soutenu en travaillant double journée comme couturière. Que j'avais consolé dans toutes ses déceptions amoureuses jusqu'à ce qu'il rencontre Camille. Ses cheveux châtains commençaient à se clairsemer sur le sommet de son crâne, et il avait pris du poids ces dernières années. Mais dans ses yeux, je voyais encore parfois le petit garçon qui courait vers moi en pleurant quand il tombait de vélo. Exactement ce que tu as demandé, j'ai répondu, prenant la valise. Je pars. Pas comme ça, maman. J'ai dit que tu avais jusqu'à vendredi pour décider. J'ai déjà décidé. J'ai passé devant lui et j'ai marché jusqu'au salon. Léo et Emma étaient sur le canapé, regardant des dessins animés. Quand ils m'ont vu avec la valise, leurs petits visages se sont remplis de confusion. « Grand-mère, où tu vas ?» a demandé Emma, 5 ans, avec sa voix douce. Je me suis agenouillée devant eux, essayant de sourire. Léo avait les mêmes yeux noisettes que son père, et Emma ressemblait à Camille avec ses boucles blondes. Grand-mère va faire un petit voyage, mes chéris. Mais qui va nous faire notre chocolat chaud le matin? Léo, 7 ans, a pris ma main. Mon cœur s'est brisé. Qui allait leur raconter des histoires avant la sieste? Qui allait les consoler quand ils auraient des cauchemars? Qui allait se souvenir qu'Emma n'aimait pas les épinards et que Léo avait peur du noir? Papa et maman vont très bien s'occuper de vous. J'ai embrassé leur petit front, respirant l'odeur de shampoing pour enfants pour la dernière fois. Ils étaient innocents dans tout ça. Maman, s'il te plaît, Étienne m'a suivi jusqu'à la porte. Tu n'as pas besoin de faire ça. On peut parler, trouver une solution. La solution, tu l'as déjà donnée, j'ai répondu, tirant le manche de la valise.
travail ou maison de retraite. Je vais essayer la première option. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le couloir de l'immeuble sentait la cire et le désinfectant, une odeur qui me rappelait toujours la propreté, l'ordre. Mais maintenant elle m'étouffait. Les murs du couloir étaient peints dans un beige neutre, avec des appliques qui donnaient une lumière jaunâtre. J'avais marché dans ce couloir des centaines de fois, mais aujourd'hui, chaque pas me semblait définitif. J'ai descendu les escaliers lentement, ma valise cognant contre les marches. Chaque étape était un adieu. Au deuxième étage, Madame Moreau a entrouvert sa porte, curieuse du bruit. Elle m'a regardé avec surprise, mais n'a rien dit. Au premier étage, j'ai croisé le facteur qui montait avec le courrier. « Bonjour Madame Rousseau », a-t-il dit poliment, comme tous les jours depuis 3 ans. « Bonjour Monsieur Durand », j'ai répondu, me demandant si c'était la dernière fois. Au rez-de-chaussée, je me suis arrêté devant la porte vitrée qui donnait sur la rue. Lyon s'étendait devant moi, une ville que je connaissais depuis 70 ans, où j'étais né, où j'avais grandi, où je m'étais marié, où j'avais élevé mon fils. Mais maintenant elle me semblait étrangère, hostile. Les rues étaient animées en ce milieu d'après-midi de septembre. Des étudiants se dirigeaient vers l'université, des mères poussaient leurs landaux, des hommes d'affaires parlaient au téléphone en marchant vite. Tout le monde avait une destination, un but. Moi, je n'avais nulle part où aller. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. C'est alors que j'ai entendu le son d'une voiture qui klaxonnait dans la rue. Vous pensez que je savais qui était dans cette voiture? Que je l'attendais? Vous n'avez aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. Cet homme au volant allait changer ma vie pour toujours, d'une façon que même moi je ne pouvais pas imaginer. Mais avant de vous raconter comment une femme de 70 ans a réussi à retourner la situation et montrer à son fils qui elle était vraiment, il faut que vous compreniez une chose, parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine. Et ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres va vous laisser bouche bée. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette histoire ne fait que commencer. Le klaxon venait d'une Mercedes noire, élégante, garée juste devant l'immeuble. À travers le verre fumé, j'ai pu voir la silhouette d'un homme au volant. Mon cœur s'est emballé, personne que je connaissais ne conduisait une voiture pareille. J'ai hésité sur le trottoir, tenant ma valise. Était-ce pour moi? Impossible. Je n'étais qu'une vieille de 70 ans qui venait d'être expulsée de chez son propre fils. L'homme est descendu de la voiture. Mon Dieu! Il était grand, élégant, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume gris qui devait coûter plus que ma pension de 3 mois. Ses yeux bleus m'ont cherché dans la foule du trottoir, quand ils m'ont trouvé, il a souri. Un sourire chaleureux, sincère, qui a illuminé son visage distingué. Il portait une cravate de soie bordeaux et des chaussures italiennes qui brillaient même sous le ciel gris de Lyon. Tout en lui respirait l'élégance et la réussite. Madame Rousseau, sa voix était profonde, avec un accent que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Oui. J'ai répondu, confuse. Vous me cherchez? Il s'est approché avec des pas assurés, et j'ai remarqué qu'il avait une démarche confiante, celle d'un homme habitué au succès. Son parfum était subtil et raffiné, quelque chose d'expansif qui me rappelait les grands magasins parisiens où je n'entrais jamais. Permettez-moi de me présenter. Je suis Antoine Dubois, avocat du cabinet Dubois et Associés. J'essaie de vous contacter depuis des semaines. Avocat? Mon sang s'est glacé. J'ai pensé immédiatement à des dettes, à des problèmes juridiques que Marcel aurait pu laisser derrière lui. Il y a eu un problème? Une dette de mon défunt mari? Au contraire, il a souri à nouveau, et j'ai remarqué qu'il avait un charme naturel, une élégance qui me rappelait les acteurs français des films anciens. Je suis porteur de bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles, en fait. Puis-je vous inviter à prendre un café? Il y a beaucoup à expliquer. J'ai regardé derrière moi, vers l'immeuble où je vivais. Aux fenêtres du 3e étage, j'ai vu le visage d'Étienne qui m'observait. Il semblait perplexe, essayant de comprendre qui était cet homme élégant qui me parlait.
Camille était apparue à côté de lui, la main en visière au-dessus des yeux pour mieux voir. Même à cette distance, je pouvais sentir leur curiosité et leur inquiétude. Pour la première fois depuis des années, j'étais le centre d'une attention qui n'était pas liée à mes corvées ménagères. Madame Rousseau ? Antoine a touché gentiment mon bras. Tout va bien ? Oui, J'ai respiré profondément. J'accepte le café. Il a pris ma valise comme si elle ne pesait rien, et ce geste simple m'a touché. Quand était-ce la dernière fois qu'un homme avait fait quelque chose de galant pour moi ? Permettrez-vous que je vous emmène dans un endroit plus approprié pour notre conversation ? J'ai hoché la tête. Antoine a ouvert la portière passager pour moi, quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait fait ça ? Et je suis montée dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir véritable et le parfum masculin raffiné. Les sièges étaient en cuir beige, incroyablement confortables. Il y avait un système de navigation dernier cri sur le tableau de bord, et je pouvais voir que la voiture était équipée de toutes les options de luxe. C'était un monde complètement différent de celui dans lequel je vivais. Il y a un petit café sur la place des terreaux qui sert le meilleur café au lait de Lyon, a-t-il dit en démarrant le moteur qui ronronnait silencieusement. J'espère que cela vous convient. Pendant qu'il conduisait dans les rues familières, je me sentais dans un rêve. Nous avons passé devant des endroits que je connaissais par cœur, la boulangerie où j'achetais le pain tous les matins, la pharmacie où je prenais mes médicaments, le petit parc où j'emmenais Léo et Emma jouer. Mais tout semblait différent vu de cette voiture luxueuse, comme si je découvrais Lyon avec de nouveaux yeux. Les autres conducteurs nous regardaient passer avec envie, et j'ai senti une fierté inattendue d'être assise à côté de cet homme distingué. Monsieur Dubois, j'ai réussi à parler. Comment m'avez-vous trouvé ? Ah, c'est une longue histoire, a-t-il dit en s'arrêtant à un feu rouge. Racontez-moi d'abord, vous viviez dans l'appartement que nous venons de quitter ? Je vivais, j'ai répondu, le mot sortant amer. Mon fils a décidé que je devais trouver d'autres arrangements. Antoine m'a regardé dans le rétroviseur, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Quel timing parfait, alors. Le destin a ses mystères, ne trouvez-vous pas ? Nous sommes arrivés au café La Fleur, un endroit charmant avec des tables sur le trottoir et des auvents rayés rouges et blancs. C'était le genre d'endroit où j'étais passé 1000 fois sans jamais oser entrer, trop chic, trop cher pour mes moyens. Antoine a choisi une table discrète dans un coin, loin des autres clients. Le serveur, un jeune homme en tablier blanc impeccable, s'est approché immédiatement avec un respect évident pour mon compagnon. Monsieur Dubois. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour Pierre. Un café au lait pour madame, et un expresso pour moi, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. J'ai réalisé qu'Antoine était un client habituel, probablement un homme important dans cette ville. Cela rendait sa présence dans ma vie encore plus surréelle. Madame Rousseau, a-t-il commencé en ouvrant une mallette en cuir, avez-vous jamais entendu parler de Gabriel Moreau ? J'ai réfléchi un moment. Le nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à situer d'où je le connaissais. Moreau, ce nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas. Gabriel Moreau était un entrepreneur très prospère. Propriétaire d'une chaîne de bijouterie à Paris, Monaco et Genève. Il est décédé il y a 3 mois, à l'âge de 85 ans. Je suis désolé pour cette perte, j'ai dit poliment, sans comprendre où cela menait. Merci. Mais voici ce qui est intéressant, dans son testament, il y a une clause très spécifique vous concernant. J'ai failli renverser ma tasse. Comment ? C'est impossible. Je ne connais aucun Gabriel Moreau. Antoine a souri, sortant quelques documents de sa mallette. Ah, mais lui vous connaissez. Très bien, en fait. Regardez ceci. Il m'a montré une photo en noir et blanc, décolorée par le temps. C'était d'une fête, probablement des années 70, et dessus je dansais avec un homme grand, brun, au sourire charmeur. Je portais une robe bleue que Marcel m'avait offerte pour mon anniversaire. La photo avait été prise par un photographe professionnel, on pouvait le voir à la qualité de l'image et à la composition.
J'étais jeune, rayonnante, mes cheveux châtains coiffés dans le style de l'époque. L'homme avec qui je dansais était séduisant, avec des traits fins et des yeux pétillants d'intelligence. Mon Dieu, j'ai murmuré en touchant la photo. C'était au bal d'été de l'hôtel Bellecour, en 1973. J'avais 25 ans. Exactement. Et l'homme avec qui vous dansez est Gabriel Moreau. Il avait 30 ans à l'époque. Les souvenirs ont commencé à revenir comme un torrent. Gabriel. L'homme mystérieux qui était apparu cette nuit d'été, qui m'avait fait danser 3 chansons de suite, qui m'avait fait rire comme je n'avais pas ri depuis des mois. Élégant, charmeur, avec un parfum qui me donnait le vertige. Je me souvenais maintenant de cette soirée avec une clarté soudaine. Marcel était parti en voyage d'affaires, et ma sœur Louise m'avait convaincu de l'accompagner à ce bal de charité. Je ne voulais pas y aller, je me sentais coupable de sortir sans mon mari. J'étais mariée, j'ai murmuré. Ce n'était qu'une danse. Bien sûr, Antoine a dit doucement. Mais pour Gabriel, c'était beaucoup plus que ça. Il a passé 50 ans à penser à vous, Madame Rousseau. À vous chercher. Me chercher? Mais pourquoi? Antoine a sorti une autre photo de sa mallette, Gabriel plus âgé, probablement dans les années 90, debout devant une bijouterie luxueuse. Il était toujours beau, avec des tempes grisonnantes et ce même sourire confiant. Parce que cette nuit-là, vous avez dit quelque chose qui a marqué sa vie pour toujours. Quelque chose sur suivre ses rêves, sur ne pas se contenter de la médiocrité. Il traversait une crise, pensait à abandonner l'entreprise qu'il commençait. Vos paroles l'ont inspiré à continuer. Je me souvenais vaguement de la conversation. Gabriel semblait triste, perdu. Nous avions parlé pendant que nous dansions, et puis pendant qu'il me raccompagnait à ma table. Il m'avait parlé de ses doutes, de ses peurs d'échouer. J'avais dit quelque chose sur ne jamais abandonner, sur croire en soi. Des mots simples, que je n'imaginais même pas que quelqu'un prendrait au sérieux. Il m'avait dit qu'il voulait créer quelque chose de beau, quelque chose qui durerait, j'ai murmuré, les souvenirs devenant de plus en plus clairs. Il parlait de bijoux, d'art, de beauté éternelle. Exactement. Et vous lui aviez répondu que la beauté véritable venait de la passion et de la persévérance. Que les plus belles choses étaient créées par ceux qui n'abandonnaient jamais leurs rêves. Et il a construit un empire, a continué Antoine. Il disait toujours qu'il devait tout à cette conversation avec une femme mystérieuse en robe bleue. Quand il a décidé de faire son testament, il a engagé des détectives privés pour vous retrouver. Mais je n'avais jamais dit mon vrai nom, je me suis souvenu. J'avais dit que je m'appelais Sylvie. Exactement. Il a fallu 2 ans aux détectives pour découvrir votre véritable identité. Gabriel est mort 3 jours avant que nous obtenions votre adresse actuelle. J'ai senti des larmes se former dans mes yeux. Cet homme avait passé des années à me chercher, et il était mort si près du but. Il est mort sans savoir que vous m'aviez trouvé? Oui. Mais il avait laissé des instructions très claires dans son testament. Antoine a ouvert un autre document, officiel cette fois, avec des sceaux et des signatures. Madame Océane Rousseau, vous êtes l'unique héritière de Gabriel Moreau. Il vous a laissé sa maison à Monaco, ses actions dans l'entreprise, ses comptes bancaires, tout. Le monde a tourné autour de moi. J'ai dû m'agripper à la table pour ne pas tomber. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur. Vous venez de devenir l'une des femmes les plus riches de France. Je suis restée silencieuse pendant de longues minutes, essayant de traiter l'information. 1 heure plus tôt, j'étais une vieille indésirable expulsée par son propre fils. Maintenant? Combien? J'ai demandé, ma voix presque inaudible. Le patrimoine total s'élève à environ 16 millions d'euros. 16 millions. Je n'avais jamais même rêvé d'une telle somme. C'était plus d'argent que je ne pouvais en imaginer, plus que ce que la plupart des gens voient dans toute leur vie. Il y a plus, a continué Antoine. Gabriel a laissé une lettre pour vous. Souhaiteriez-vous la lire? J'ai hoché la tête, encore sous le choc.
Il m'a tendu une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans une calligraphie élégante. Le papier était épais, luxueux, avec un petit monogramme doré dans le coin. J'ai ouvert avec des mains tremblantes et j'ai lu. Ma chère Sylvie, ou quel que soit votre vrai nom. Si vous lisez ceci, cela signifie que nous vous avons enfin trouvé. 50 ans ont passé depuis notre unique danse, mais il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à vous. Vos paroles cette nuit-là ont sauvé ma vie et mes rêves. J'ai tout construit en pensant à vous retrouver. Je voulais partager mon succès avec la personne qui l'avait rendu possible. J'espère que ce geste pourra rendre, d'une certaine façon, ce que vous avez fait pour moi. J'ai appris par mes détectives que vous aviez vécu une vie difficile après notre rencontre. Que vous aviez travaillé dur, que vous aviez élevé votre fils seul, que vous aviez fait des sacrifices. Cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, vous êtes une femme exceptionnelle. Soyez heureuse. Réalisez vos propres rêves maintenant. Vous avez passé assez de temps à aider les autres à réaliser les leurs. Avec une gratitude éternelle, Gabrielle. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Marcel. Pas seulement des larmes de tristesse, mais d'émotion de découvrir que mes mots simples avaient tant signifié pour quelqu'un. Madame Rousseau, Antoine a dit gentiment, me tendant un mouchoir en tissu. Il y a des questions pratiques à régler. Vous devez signer quelques documents, découvrir vos nouvelles propriétés. Je peux vous aider avec tout cela. J'ai regardé cet homme à travers mes larmes. Il était beau dans la lumière douce du café, ses yeux bleus pleins de gentillesse. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Parce que j'admire ce que Gabriel a fait. Et parce que... Il a hésité. Parce que j'ai perdu ma mère il y a 2 ans et je sais comme c'est difficile pour une femme de votre âge d'affronter le monde seule. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité soudaine qui m'a touché. Cet homme puissant, successful, avait aussi ses blessures. Parlez-moi de votre mère, j'ai dit doucement. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait votre âge quand elle est morte. Cancer du poumon, elle n'avait pourtant jamais fumé. Il a regardé son café, et j'ai vu de la tristesse dans ses yeux. Dans ces derniers mois, elle répétait toujours qu'elle aurait voulu voyager plus, voir plus de beauté dans le monde. Elle avait passé sa vie à s'occuper des autres. Comme moi. Comme vous. Et quand je vous vois, je vois ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait eu une seconde chance. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps, l'espoir. Et peut-être, juste peut-être, autre chose aussi. Une connexion avec cet homme qui semblait vraiment me comprendre. Que dois-je faire? J'ai demandé. D'abord, nous devons aller à mon bureau pour signer les papiers officiels. Ensuite, il a souri, et son visage s'est illuminé. Ensuite, nous pourrons parler de votre nouvelle vie. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau luxueux d'Antoine sur la rue de la République, signant des papiers qui transféraient officiellement l'héritage de Gabriel Moreau en ma faveur. Le bureau avait vue sur le Rhône, et je pouvais voir les bateaux passer lentement sur le fleuve. L'immeuble était impressionnant, un bâtiment haussmannien du 19e siècle avec une façade en pierre de taille et des balcons en fer forgé. Le hall d'entrée était décoré de marbre italien et d'une verrière art déco qui filtrait la lumière de l'après-midi en créant des motifs colorés sur le sol. Le bureau d'Antoine occupait tout l'étage, avec de hauts plafonds ornés de moulures et des bibliothèques en acajou qui montaient jusqu'au plafond. Des diplômes encadrés et des photos avec des personnalités importantes ornaient les murs, témoignant de sa réussite professionnelle. Sa secrétaire, Madame Bertrand, une femme élégante d'une 50aine d'années aux cheveux argentés impeccablement coiffés, nous avait servi du thé dans de la porcelaine de Limoges. Elle me regardait avec curiosité bienveillante, probablement habituée à voir défiler les clients fortunés mais surprise par mon apparence simple. « Voilà » a dit Antoine en rangeant les documents dans une chemise en cuir frappée à ses initiales. « Officiellement, vous êtes maintenant propriétaire de la Villa Moreau à Monaco, des actions de Moreau Joaillerie, et de plusieurs autres propriétés. » Il m'a tendu une petite clé dorée ornée d'un M gravé. Ceci ouvre le coffre personnel de Gabriel dans sa villa.
Il y a dedans des bijoux de famille et d'autres objets personnels qu'il voulait que vous ayez. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Dans mes mains, je tenais les clés d'une nouvelle vie. Antoine, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Êtes-vous marié? Il a ri, un son sincère et chaleureux qui a résonné dans le grand bureau. Divorcé depuis 5 ans. Mon ex-épouse trouvait que je travaillais trop. Et c'est le cas? Oui, mais parfois je me demande si cela en vaut la peine. J'ai 58 ans, Océane, puis-je vous appeler Océane? Et j'ai l'impression que la vie passe sans que j'en profite. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait mon prénom qui m'a fait sentir des papillons dans l'estomac. Des papillons. À 70 ans. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, j'ai répondu en sentant mon visage rougir comme une adolescente. Antoine s'est levé de son imposant bureau en bois sombre et s'est approché de la fenêtre. Dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, il était vraiment séduisant. Son costume gris tombait parfaitement, et je pouvais voir qu'il prenait soin de lui, pas comme ces hommes de son âge qui se laissent aller. Océane, il s'est penché vers moi, et j'ai senti son parfum subtil, quelque chose de boisé et masculin. Puis-je faire une suggestion? Que diriez-vous de visiter votre nouvelle propriété à Monaco? Nous pourrions y aller demain, si vous voulez. Aller à Monaco? Mais je n'ai pas de vêtements appropriés, Océane, il a pris ma main doucement, et j'ai senti la chaleur de sa peau contre la mienne. Vous êtes une femme riche maintenant. Vous pouvez acheter tous les vêtements que vous désirez. J'ai regardé nos mains unies. Sa peau était douce, soignée, avec des ongles impeccables. Quand était-ce la dernière fois qu'un homme avait tenu ma main? Marcel ne l'avait jamais fait en public, il trouvait ses démonstrations d'affection déplacées. Il y a une boutique ici près, a-t-il continué sans lâcher ma main. Nous pourrions y passer maintenant, si vous voulez. Après, dîner dans un bon restaurant. Qu'en dites-vous? J'ai senti mon cœur s'accélérer. Cette sensation était si étrange après toutes ces années. Ce serait comme un rendez-vous? Ce serait exactement comme un rendez-vous, il a souri, et ses yeux bleus ont pétillé d'amusement. Si vous acceptez. Depuis combien de temps ne m'étais-je pas senti désiré? Depuis combien de temps ne m'étais-je pas arrangé pour un homme? Depuis la mort de Marcel, j'avais oublié que j'étais encore une femme, que j'avais encore des désirs, des rêves féminins. J'accepte, j'ai murmuré, surprise par ma propre audace. Nous avons quitté le bureau ensemble, et j'ai remarqué que Madame Bertrand nous suivait du regard avec un sourire complice. Dans l'ascenseur en acajou et miroir doré, Antoine et moi nous tenions côte à côte, et je pouvais sentir l'électricité entre nous. Vous savez, a-t-il dit pendant que nous descendions, j'espère que vous ne pensez pas que je profite de la situation. Ce n'est pas mon habitude de sortir avec mes clientes. Et quelle est votre habitude? J'ai demandé, surprise par ma propre coquetterie. Travailler. Toujours travailler. Mais avec vous, j'ai envie de vivre un peu. La boutique Élégance se trouvait dans la rue Mercière, l'une des rues les plus chics de Lyon. Les vitrines exposaient des créations de designers français et italiens, avec des prix que je n'osais même pas imaginer. Quand nous sommes entrés, la vendeuse, une femme d'environ 40 ans, impeccablement habillée dans un tailleur noir Chanel, nous a salués avec un sourire professionnel. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? » « Mon ami a besoin d'une nouvelle garde-robe, a dit Antoine avec une assurance naturelle. Quelque chose d'élégant, approprié pour Monaco. La vendeuse m'a évalué rapidement de la tête aux pieds. Je savais ce qu'elle voyait, une femme de 70 ans, avec des vêtements simples du marché de Lyon, des cheveux gris tirés en chignon et des chaussures confortables mais sans style. Naturellement, elle a dit, mais son ton était légèrement condescendant. Nous avons quelques options dans notre section, maturité. Je me suis senti humilié. Même riche, j'étais encore vue comme une vieille dame à qui on propose des vêtements, pour son âge. Non, Antoine a dit fermement, et j'ai entendu l'acier dans sa voix. Nous ne voulons pas de vêtements pour femmes mûres. Nous voulons les plus belles pièces que vous avez. Élégantes, sophistiquées, modernes.
La vendeuse a cligné des yeux, surprise. Monsieur, peut-être serait-il préférable. Peut-être serait-il préférable que vous nous montriez vos plus belles pièces. Antoine a souri, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Mon amie a un goût excellent et les moyens d'acheter ce qu'elle désire. Je me suis senti protégée, valorisée. Depuis combien de temps personne ne m'avait défendu ainsi? Étienne ne prenait jamais ma défense contre Camille, même quand elle était ouvertement désagréable avec moi. Bien sûr, la vendeuse a rapidement changé de ton, réalisant probablement qu'elle risquait de perdre une vente importante. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle nous a menés vers l'arrière de la boutique, où étaient exposées les créations les plus luxueuses. Des robes de soie italiennes, des tailleurs parisiens, des accessoires en cuir véritable. Tout était magnifique et horriblement cher. Madame a-t-elle des couleurs préférées? A demandé la vendeuse, maintenant beaucoup plus respectueuse. Montrez-nous tout, a dit Antoine. Nous avons le temps. 2 heures plus tard, j'avais acheté 3 robes élégantes, 2 ensembles pantalons blazer, des chaussures à talons bas mais élégantes, un manteau en cachemire, et même de la lingerie belle, quelque chose que je n'achetais plus depuis des années. Dans la cabine d'essayage luxueuse avec ses miroirs à 3 faces et son éclairage flatteur, j'ai découvert que mon corps, bien que marqué par l'âge, avait encore de belles courbes. Les vêtements de qualité transformaient complètement ma silhouette. Que diriez-vous d'essayer cette robe bleu marine? A suggéré Antoine quand je suis sorti de la cabine. Elle est de la couleur de vos yeux. Dans le miroir, j'ai regardé cette femme que je ne reconnaissais plus. La robe était parfaite, élégante sans être exagérée, elle valorisait ma silhouette sans être vulgaire. Le bleu marine faisait ressortir mes yeux et donnait de l'éclat à ma peau. Quand je suis sorti pour lui montrer, j'ai vu le regard d'Antoine changer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de l'admiration, du désir peut-être. Vous êtes magnifique, a-t-il dit, et il y avait de la sincérité dans sa voix. Vraiment? Vraiment. Vous êtes une très belle femme, Océane. J'espère que vous le savez. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Depuis combien de temps n'avais-je pas entendu de telles paroles? Marcel n'était pas un homme à compliments, et Étienne ne me voyait que comme une grand-mère corvéable à merci. Antoine, j'ai murmuré, vous me faites sentir vivante. C'est parce que vous l'êtes. Plus vivante que beaucoup de femmes de la moitié de votre âge. La vendeuse nous observait avec curiosité. Elle avait probablement assisté à beaucoup de scènes de shopping, mais rarement à une transformation aussi complète. Nous avons dîné au restaurant Paul Bocuse, l'un des meilleurs de Lyon. L'établissement était somptueux, avec ses nappes blanches immaculées, ses couverts en argent et son service irréprochable. C'était le genre d'endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Antoine a commandé du champagne, Dom Pérignon, une marque que je ne connaissais que de nom. La bouteille est arrivée dans un seau à glace en argent, et le sommelier l'a ouverte avec une cérémonie digne d'un spectacle. Un toast, il a levé sa flûte de cristal. Aux nouvelles découvertes. Aux nouvelles découvertes, j'ai répété, et nos verres se sont touchés avec un tintement cristallin. Le champagne était divin, des bulles fines qui dansaient sur ma langue, un goût complexe et raffiné que je n'avais jamais expérimenté. Tout dans ce repas était une révélation. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout, livres, films, voyages que nous avions faits ou rêvions de faire. Antoine était cultivé, drôle, attentionné. Il posait des questions sur ma vie, mes rêves, mes peurs, comme si tout ce que je disais l'intéressait vraiment. « Parlez-moi de Marcel », a-t-il dit gentiment en découpant son saumon grillé à la perfection. Marcel était un homme bon, j'ai répondu en pensant à mon défunt mari. Travailleur, dévoué à sa famille. Mais il était, comment dire, prévisible. Nous ne sommes jamais allés à Paris ensemble, nous n'avons jamais fait de voyage romantique. Il trouvait que c'était de la frivolité. Et vous? Qu'en pensiez-vous? Je rêvais, j'ai admis, surprise de ma propre franchise. Je rêvais de connaître la Tour Eiffel, de dîner dans un café à Montmartre, de voir le coucher de soleil du haut du Sacré-Cœur. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, a dit Antoine.
Surtout maintenant. Il y avait quelque chose dans sa voix, une promesse implicite qui m'a fait frissonner d'anticipation. Antoine, j'ai posé ma fourchette, puis-je vous demander pourquoi vous faites tout cela pour moi? Je veux dire, au-delà de vos obligations professionnelles. Il a posé son verre et m'a regardé intensément. Parce que quand je vous vois, je vois une femme extraordinaire qui a été sous-estimée toute sa vie. Parce que vous méritez d'être traitée comme la reine que vous êtes. Je ne suis qu'une veuve de 70 ans. Non, il a interrompu. Vous êtes une survivante. Une femme qui a élevé son fils seule, qui a travaillé dur toute sa vie, qui a donné son amour sans compter. Vous êtes remarquable. Quand nous avons terminé le dîner, il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel qu'il avait recommandé, un petit hôtel boutique dans le Vieux-Lyon, avec des pierres apparentes et des meubles anciens. C'était charmant et romantique, exactement le genre d'endroit où une femme peut se sentir spéciale. Océane, a-t-il dit devant la porte de ma chambre, puis-je vous avouer quelque chose? Oui. Aujourd'hui a été le meilleur jour que j'ai eu depuis très longtemps. Vous êtes une femme fascinante. J'ai senti mon cœur s'emballer comme celui d'une jeune fille. Antoine, Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Pensez juste, pensez au voyage à Monaco. Pensez à la possibilité de vivre une nouvelle vie. Vous méritez d'être heureuse. Il a baisé ma main, un geste galant qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. Ses lèvres étaient chaudes et douces contre ma peau. Bonne nuit, ma chérie. Ma chérie. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait appelé ainsi? Dans la chambre d'hôtel, je me suis allongée sur le lit confortable au drap de lin blanc et j'ai repensé à cette journée surréaliste. Le matin, j'étais une vieille indésirable. Le soir, j'étais une femme riche, désirée, avec un avenir brillant devant moi. La chambre était décorée avec goût, des meubles anciens, des tableaux au mur, une salle de bain en marbre avec une baignoire profonde. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières du Vieux-Lyon scintiller dans la nuit. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 3 appels manqués d'Étienne. Il y avait aussi des messages textes. Maman, où es-tu? Je suis inquiet. Appelle-moi. Qui était cet homme? Pour la première fois depuis des années, j'ai éteint le téléphone sans répondre. Pour la première fois depuis des années, Étienne devrait s'inquiéter pour moi. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude et j'ai ajouté les sels de bain luxueux fournis par l'hôtel. En me glissant dans l'eau parfumée, j'ai senti mes muscles se détendre, mes soucis s'évaporer. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai regardé mon reflet. Mes cheveux gris étaient toujours tirés, mais mes yeux brillaient d'une vie nouvelle. J'avais encore quelques heures avant de me coucher pour rêver de Monaco, de robes élégantes, et peut-être d'un homme séduisant qui me faisait sentir désirable à nouveau. Pour la première fois depuis la mort de Marcel, je me suis endormie en souriant. Le lendemain matin, Antoine est venu me chercher à l'hôtel au volant d'une BMW décapotable bleu métallique. Je portais l'une de mes nouvelles robes, un rouge élégant qui me faisait sentir puissante et séduisante. C'était une sensation étrange et enivrante après tant d'années à porter des vêtements choisis pour leur côté pratique plutôt que pour leur beauté. Le soleil matinal de septembre filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma chambre d'hôtel quand je me suis réveillée. Pour la première fois depuis des années, je m'étais réveillée sans cette sensation de lourdeur qui m'accompagnait habituellement. J'avais dormi profondément, sans les douleurs articulaires qui me tenaillaient d'habitude au réveil. Devant le miroir de la salle de bain, j'ai pris le temps de me coiffer différemment. Au lieu de mon chignon strict habituel, j'ai laissé mes cheveux gris ondulés encadrer mon visage. J'ai même appliqué un peu du rouge à lèvres discret que j'avais acheté la veille, une couleur rose pâle qui donnait de l'éclat à mon teint. Prête à découvrir votre nouvelle maison? A-t-il demandé en ouvrant la portière pour moi, ses yeux s'attardant sur ma silhouette avec une admiration évidente. Plus prête que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit, j'ai répondu, et j'étais sincère. Il portait une chemise blanche ouverte au col, sans cravate, et un pantalon en lin beige. Plus décontracté que la veille, mais toujours d'une élégance naturelle qui me coupait le souffle. Ses cheveux gris étaient légèrement ébouriffés par le vent, ce qui lui donnait un air juvénile malgré ses 58 ans.
Le voyage vers Monaco a été magique. Nous avons roulé le long de la côte française, avec la Méditerranée qui scintillait à nos côtés comme un tapis de diamants sous le soleil. Antoine avait mis de la musique classique, du Vivaldi, je crois, et je me sentais comme dans un film romantique. Les paysages défilaient comme dans un rêve, les collines provençales couvertes de lavande, les petits villages perchés avec leurs maisons aux tuiles rouges, les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Chaque kilomètre me rapprochait d'une nouvelle vie, et j'avais l'impression de rajeunir à mesure que nous avancions vers le sud. Océane, a-t-il dit quand nous nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un restaurant en bord de mer près de Cannes, puis-je vous faire un aveu? Bien sûr. Le restaurant était un petit établissement familial avec une terrasse donnant directement sur la plage. Les tables étaient dressées avec des nappes à carreaux bleus et blancs, et l'odeur de la bouillabaisse se mêlait à celle de l'air marin. C'était exactement le genre d'endroit romantique dont j'avais toujours rêvé sans oser espérer l'expérimenter un jour. J'ai menti hier. À propos de la façon dont je vous ai trouvé. Mon cœur s'est emballé. Comment ça? Je suis vraiment l'avocat de Gabriel Moreau. Il vous a vraiment tout laissé. Mais... Il a hésité, regardant les vagues qui venaient mourir sur le sable doré. Il n'est pas mort il y a 3 mois. Il est mort il y a 6 mois. J'aurais pu vous trouver plus tôt. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il a tourné ses yeux bleus vers moi, et j'y ai lu quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Parce que quand les détectives m'ont apporté vos photos, j'ai été fasciné. J'ai passé des semaines à étudier votre vie, à essayer de comprendre quel genre de femme vous étiez. Et plus j'en découvrais, plus j'avais envie de vous connaître. J'ai senti un mélange de colère et de flatterie. Vous m'avez espionné? Oui. Et j'ai découvert que vous étiez une femme incroyable. Que vous aviez élevé votre fils seul, que vous aviez travaillé dur toute votre vie, que vous aviez toujours fait passer les autres en premier. Cela n'a fait que confirmer ce que je pressentais déjà, vous méritiez beaucoup mieux que ce que vous receviez. Alors vous avez attendu le bon moment? J'ai attendu le moment où vous auriez le plus besoin de moi. Quand j'ai vu votre fils vous crier dessus par la fenêtre, j'ai su que c'était le moment. Je devrais être furieuse. Mais, étrangement, je me sentais protégée. Désirée. Aimée d'une façon que je n'avais jamais connue. Et maintenant, j'ai demandé. Maintenant j'espère que vous pourrez me pardonner. Et que peut-être nous pourrons construire quelque chose ensemble. J'ai regardé cet homme qui avait changé ma vie en 24 heures. Le vent marin ébouriffait ses cheveux, et ses yeux reflétaient la couleur de la mer. Il était manipulateur? Peut-être. Mais il était aussi gentil, attentionné, et il m'avait rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, l'espoir. Antoine, j'ai dit finalement, voulez-vous m'épouser? Il a failli s'étouffer avec son verre de rosé de Provence. Comment? Vous m'avez bien entendu. Je vous demande en mariage. Océane, nous nous connaissons depuis un jour. Et en un jour vous avez changé toute ma vie. J'ai 70 ans, Antoine. Je n'ai pas le temps pour de longues fiançailles. Je veux vivre. Je veux être heureuse. Je veux être avec quelqu'un qui me voit comme une femme, pas comme une babysitter gratuite. Il a pris mes mains par-dessus la table, ses doigts entrelacés aux miens. Vous en êtes sûr? Absolument. Alors oui. Oui, je veux vous épouser. Le serveur, un homme âgé aux yeux pétillants qui avait probablement assisté à de nombreuses demandes en mariage sur sa terrasse romantique, nous a apporté du champagne offert par la maison quand Antoine lui a annoncé nos fiançailles. 3 heures plus tard, nous sommes arrivés à Monaco. La Villa Moreau était un palais, littéralement. Elle se dressait sur une colline avec vue sur la mer, entourée de jardins parfaitement entretenus et dotée d'une piscine qui ressemblait à un lac bleu azur. L'architecture était de style Belle Époque, avec des balcons en fer forgé ouvragés et des volets bleu lavande. Des palmiers et des cyprès encadraient l'allée principale, et des massifs de roses et de jasmin embaumaient l'air de leur parfum enivrant. Mon Dieu, j'ai murmuré en descendant de voiture. C'est à vous, a dit Antoine.
Tout cela vous appartient. Nous avons exploré la maison ensemble, 12 chambres, 6 salles de bain, une bibliothèque aux murs couverts de livres reliés en cuir, une salle de musique avec un piano à queue Steinway, une cave à vin qui contenait des milliers de bouteilles de Grand Cru. Tout était décoré avec un goût impeccable et des objets qui valaient des fortunes. Dans le salon principal, j'ai découvert une collection d'œuvres d'art qui m'a coupé le souffle, des toiles de maîtres impressionnistes, des sculptures en bronze, des vases en cristal de Baccarat. Gabriel avait vécu entouré de beauté, et maintenant tout cela m'appartenait. La cuisine était un rêve de chef cuisinier, avec des plans de travail en marbre de Carrare et des équipements professionnels. J'ai imaginé préparer des repas romantiques pour Antoine dans cet espace magnifique, loin des petits déjeuners pressés que je faisais pour Léo et Emma dans l'étroite cuisine lyonnaise. Regardez, Antoine m'a montré une terrasse que je n'avais pas encore remarquée. Vous pouvez prendre votre café du matin ici, face à la mer. De la terrasse, la vue était à couper le souffle. Monaco s'étendait en contrebas avec ses yachts dans le port, ses immeubles luxueux et le célèbre casino de Monte-Carlo. Au-delà, la Méditerranée s'étendait jusqu'à l'horizon, d'un bleu si intense qu'il semblait irréel. Dans la chambre principale, nous avons trouvé une autre surprise, un coffre ancien avec une lettre de Gabriel pour moi. La chambre elle-même était somptueuse, avec un lit à baldaquin drapé de soie crème, une cheminée en marbre rose et une vue panoramique sur la mer. Des portes-fenêtres donnaient sur un balcon privé orné de plantes méditerranéennes. Ma chère Sylvie, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes dans votre nouvelle maison. J'espère que vous y serez heureuse. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous sachiez. Premièrement, il y a des bijoux dans le coffre du dressing. Ils appartenaient à ma mère, je n'ai jamais eu d'enfant à qui les laisser. Portez-les avec joie. Deuxièmement, il y a une voiture dans le garage, une Rolls-Royce que je n'ai jamais utilisée. J'espère que vous aurez plus de courage que moi pour la conduire dans les rues de Monaco. Troisièmement, et c'est le plus important, ne laissez plus jamais personne vous faire sentir petite. Vous avez sauvé ma vie par votre bonté. Maintenant sauvez la vôtre par votre force. Avec un amour éternel, Gabriel. J'ai pleuré à nouveau. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude pour cet homme que je n'avais rencontré qu'une fois mais qui m'avait donné une seconde chance de vivre. Antoine m'a prise dans ses bras par derrière, et j'ai senti sa chaleur, sa force. Tout va bien ? C'est parfait, j'ai murmuré en me retournant dans ses bras. Tout est parfait. Il m'a embrassé alors. Gentiment, respectueusement, mais avec passion. J'ai répondu au baiser, me sentant vivante pour la première fois depuis des années. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et j'ai senti mon corps réagir d'une façon que j'avais oubliée. Océane, il a murmuré contre mes lèvres, êtes-vous sûr de vouloir m'épouser ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse de la villa, avec vue sur les lumières de Monaco. Antoine avait trouvé du champagne dans la cave, et nous avons trinqué à notre avenir. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, et l'air sentait le jasmin et l'air marin. « Quand voulez-vous vous marier ?» a-t-il demandé. « Demain », j'ai répondu sans hésiter. « Demain ? Pourquoi attendre ? Marions-nous à Monaco, face à la mer. Petite cérémonie, intime, juste nous deux. » Il a souri, et ses yeux ont brillé dans la lumière des bougies. Une femme décidée. J'aime ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 15 appels manqués d'Étienne. Finalement, j'ai décidé de répondre. Maman. Dieu merci. Où es-tu? Je suis désespérée. Je vais bien, Étienne. Mais où? Qui était cet homme? Camille est inquiète, les enfants te demandent. Les enfants m'ont demandé hier aussi, quand tu m'as chassé de chez toi. Silence de l'autre côté. Maman, je ne voulais pas dire ça. J'étais stressée, Camille a des nausées, Étienne, j'ai interrompu, je vais me marier. Comment? Avec qui? Maman, tu as perdu la tête? Avec Antoine Dubois. Et oui,
peut-être que j'ai perdu la tête. Mais pour la première fois en 4 ans, je suis heureuse. Maman, tu ne peux pas épouser un inconnu. Reviens à la maison, nous allons parler. Je ne reviendrai pas, Étienne. J'ai trouvé une nouvelle vie. Mais tes affaires sont ici, tes médicaments. Je peux acheter de nouvelles affaires. Et quant aux médicaments, j'ai découvert que le bonheur est le meilleur des remèdes. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai tendu à Antoine. Pouvez-vous le jeter à la mer? Vous en êtes sûr? Absolument. Je commence une nouvelle vie. Je n'ai besoin de rien du passé. Le lendemain matin, nous nous sommes promenés dans les jardins de la villa. Antoine avait appelé un coiffeur et une esthéticienne qui sont venus me préparer pour le mariage. C'était la première fois de ma vie qu'on me chouchoutait de cette façon. Marie, la coiffeuse, était une femme chaleureuse d'origine italienne qui a transformé mes cheveux gris en une coiffure sophistiquée qui me rajeunissait de 10 ans. Signora, a-t-elle dit en italien teinté d'accent monégasque, vous êtes bellissima. L'esthéticienne, Françoise, m'a fait un soin du visage qui m'a donné l'impression d'avoir une peau de porcelaine. Madame Rousseau, vous avez une peau magnifique pour votre âge. Ces produits vont la faire rayonner. 2 jours plus tard, nous nous sommes mariés à la mairie de Monaco. Je portais une robe blanche simple mais élégante que nous avions achetée la veille dans une boutique de luxe de Monte-Carlo, et les bijoux de Gabrielle, un collier de perles et des boucles d'oreilles en diamant qui me faisaient sentir comme une princesse. La mairie de Monaco était somptueuse, avec ses murs ornés de fresques et ses lustres en cristal. L'officier d'état civil était un homme distingué qui parlait français avec l'accent monégasque caractéristique. Antoine était magnifique dans son costume sombre, et quand il a dit « oui » devant l'officier d'état civil, j'ai senti que je commençais vraiment à vivre pour la première fois à 70 ans. « Madame Dubois, a-t-il dit quand nous sommes sortis de la mairie, comment ça sonne ?»« Ça sonne parfait », j'ai répondu, et j'étais sincère. Nous avons célébré avec un déjeuner au Café de Paris, dans le célèbre casino de Monte-Carlo. D'autres clients nous regardaient avec curiosité, un couple si disparate en âge, mais visiblement amoureux. Le maître d'hôtel, un homme d'âge mûr à l'élégance surannée, nous a offert une bouteille de champagne Dom Pérignon vintage. « Félicitations aux jeunes mariés », a-t-il dit avec un clin d'œil complice. « Savez-vous ce qui m'attire le plus chez vous ?» Antoine a dit en tenant ma main sur la table. « Quoi ? Votre courage. Combien de femmes de 70 ans auraient le courage de changer complètement de vie en 2 jours ? Combien de femmes de 70 ans en auraient l'occasion ? Vous avez créé l'occasion. Vous auriez pu rester à pleurer dans votre hôtel, à vous lamenter. Au lieu de ça, vous avez choisi de vivre. Cet après-midi-là, nous nous sommes promenés dans les jardins du Palais du Prince. Le soleil méditerranéen réchauffait mon visage, et je me sentais jeune à nouveau. Des touristes nous prenaient en photo, pensant probablement que nous étions un couple de riches retraités en vacances. Océane, Antoine s'est arrêté devant une fontaine ornée de dauphins en bronze. Il y a quelque chose que je dois vous avouer. Mon cœur s'est glacé. Quoi ? Je suis en train de tomber amoureux de vous. Vraiment. Ce n'était pas prévu. Quel était le plan ? Honnêtement ? Vous remettre l'héritage, peut-être avoir quelques rendez-vous agréables, rien de sérieux. Mais vous êtes incroyable. Vous êtes forte, drôle, courageuse. Vous êtes tout ce que j'ai toujours cherché chez une femme. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Antoine, je suis déjà amoureuse de vous. Vraiment ? Malgré notre différence d'âge ? L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est ce que vous me faites ressentir. Et qu'est-ce que je vous fais ressentir ? Vivante, j'ai répondu. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement vivante. Une semaine plus tard, j'étais sur la terrasse de la villa, prenant mon café du matin et lisant des emails sur mon ordinateur portable tout neuf. Oui, à 70 ans, j'avais appris à utiliser la technologie moderne. Antoine travaillait dans son bureau temporaire que nous avions aménagé dans la bibliothèque.
Il avait transféré quelques clients pour pouvoir passer plus de temps avec moi à Monaco. Mon téléphone a sonné. C'était Étienne. Allô? Maman, sa voix était différente. Humble. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai fait des recherches sur votre mari. Antoine Dubois. C'est vraiment un avocat respecté. Riche? Bien introduit. Et je vous présente mes excuses. Pour tout ce que j'ai dit, pour la façon dont je vous ai traité. Vous ne méritiez pas ça. J'ai senti une pointe de satisfaction, mais aussi de tristesse. Merci, Étienne. Les enfants demandent quand ils vont rencontrer grand-père Antoine. J'ai souri. Peut-être bientôt. Si vous vous comportez bien. Maman, pouvez-vous me pardonner? J'ai regardé la mer bleue, les jardins parfaits, la vie merveilleuse que j'avais construite en seulement une semaine. Je pardonne déjà, mon chéri. Mais je n'oublierai jamais. Et je ne permettrai plus jamais à personne de me traiter comme vous m'avez traité. Je comprends. Vous semblez différente. Je suis différente. Je suis heureuse. Après avoir raccroché, Antoine est apparu sur la terrasse avec 2 flûtes de champagne. Nous célébrons quelque chose, j'ai demandé. Nous célébrons vous. Nous célébrons nous. Nous célébrons le fait que parfois la vie nous donne des secondes chances quand on s'y attend le moins. Nous avons trinqué sous le soleil de Monaco, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. J'avais choisi de vivre, choisi d'être heureuse, choisi de ne pas accepter moins que ce que je méritais. Antoine, j'ai dit en me blottissant dans ses bras, merci. Pourquoi? De m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Non, ma chérie, il a embrassé mes cheveux, merci à vous. De m'avoir appris que l'amour véritable n'a pas d'âge. Et là, sur la terrasse de ma villa à Monaco, à 70 ans, j'ai finalement compris que la vie commence vraiment quand on décide de vivre à sa façon. Quand on arrête d'accepter les miettes et qu'on commence à exiger le festin qu'on mérite. Mon fils pensait me condamner à l'asile ou à l'échec. Au lieu de ça, il m'a donné la poussée dont j'avais besoin pour découvrir qui j'étais vraiment, une femme forte, courageuse et digne d'amour. Et si un jour vous vous sentez petit, insignifiant, comme si vous ne valiez rien, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir qu'en réalité nous avons beaucoup plus que nous l'imaginions. Car j'ai appris que la vie ne se termine pas à 70 ans. Parfois, c'est exactement là qu'elle commence. Quand je regarde en arrière, vers cette femme qui était dans la cuisine il y a seulement quelques semaines, j'ai du mal à croire que c'était moi. Combien d'entre vous vivent en ce moment même ce que j'ai vécu? Combien sont traités comme de vieux meubles dans leur propre famille? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant ressentent cette oppression dans la poitrine, cette sensation d'invisibilité. Vous vous reconnaissez dans mon histoire parce que c'est l'histoire de milliers de personnes comme nous. Des personnes qui ont tout donné pour leur famille et qui sont maintenant vues comme des fardeaux. Mais j'ai découvert quelque chose qui a tout changé, nous avons encore des choix. Même à 70, 80 ans, nous pouvons encore dire non. Nous pouvons encore exiger le respect. Nous pouvons encore recommencer. Peut-être que vous n'avez pas un héritage de millions qui vous attend comme j'en ai eu un. Mais vous avez tous quelque chose de bien plus précieux, l'expérience de toute une vie, la sagesse conquise avec des larmes et des sourires, et la force que seuls ceux qui ont survécu à des décennies de défis possèdent. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place ce matin-là, auriez-vous eu le courage de prendre la valise et de partir? Ou auriez-vous continué à accepter des miettes d'amour et de respect? N'ayez pas peur de vous ouvrir ici. C'est un espace sûr pour des gens comme nous. Racontez vos histoires, partagez vos douleurs, mais partagez aussi vos victoires. Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous a une histoire de résistance à raconter. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre force, laissez mon histoire être la poussée dont vous avez besoin. Il n'est jamais trop tard pour dire « je mérite mieux ». Il n'est jamais trop tard pour exiger la place qui nous revient de droit. Si cette histoire vous a touché comme j'espère qu'elle l'a fait, abonnez-vous à la chaîne.
Parce que je vais continuer à raconter des histoires de personnes comme nous, des personnes qui ont refusé de disparaître, qui ont refusé d'accepter moins que ce qu'elles méritaient. Nous ne sommes pas invisibles. Nous sommes des guerriers aux cheveux gris et aux histoires puissantes à raconter.